Dans le cadre de la commission, effectivement, je partage la demande de ma collègue. On avait souhaité avoir une approche par collégien d'une part, et d'autre part que dans le calcul des effectifs, qu'on retire tous les bénéficiaires du PASS 92 pour ne pas introduire de biais dans l'évaluation de ce dispositif. Alors, quoi qu'il en soit, le diagnostic qui est fait, nous le partageons. J'avais eu l'occasion de revenir là-dessus l'année dernière, il y a 2 ans. Une hétérogénéité très grande des dispositifs, une logique d'offre et une inégalité d'accès d'un établissement à l'autre. D'ailleurs, les quelques schémas qu'on nous a présentés le montrent très, très clairement. Cela étant, pour que ce changement, cette transformation puisse fonctionner, il y a quelques exigences qu'il faudra veiller à bien prendre en compte, au risque de passer un petit peu à côté de l'intérêt que peut présenter ce changement. La première, c'est l'articulation avec les projets d'établissement. Il s'avère que le rectorat lui-même est dans une logique qui consiste à relancer les projets d'établissement sur des périodes de 3 ans. Ce qui veut dire que dans ce travail de concertation, dans le cadre des projets d'établissement, cela va vous poser une question de gouvernance interne à notre assemblée. Entre les discussions qui porteront sur le projet d'établissement, dans lequel seront représentés les services du département en charge de ce dossier, et puis la représentation des élus que nous sommes dans les conseils d'établissement. Il faudra essayer de trouver une passerelle entre les deux pour que finalement l'un ne se fasse pas sans l'autre. Et c'est important qu'on y réfléchisse à la gouvernance à mettre en place, parce que je crois que cette logique qui consiste à remettre en place, à relancer les projets d'établissement, peut modifier pas mal de choses, et au fond, cette approche qui s'appuie sur des logiques qui viennent des établissements peut nous y aider. La deuxième chose, c'est que on a bien vu que l'un des éléments qui posait problème, c'est l'inégalité d'accès des établissements. Si on veut résoudre ce problème du fossé qu'il peut y avoir entre établissements, on a vu d'ailleurs que certains établissements surutilisaient les dispositifs, d'autres les sous-utilisaient. Il faudra veiller à ce qu'il y ait une politique d'accompagnement, de présentation de ces dispositifs pour que le plus grand nombre d'établissements finalement s'impliquent dans ce type de démarche. Sinon, on risque de passer à côté de l'un des objectifs qui on s'assigne à travers
cette transformation. La troisième chose, c'est la question des quotas. Des quotas d'heures. Quand on regarde les quotas, et quand on voit un petit peu le nombre d'heures consommées par établissement, le quota peut être une machine infernale si tous les établissements ne s'y engouffrent pas, qui se traduirait de fait finalement par une réduction des moyens alloués aux établissements par finalement une généralisation insuffisante ou une utilisation insuffisante des dispositifs. Et je crois que dans la première année, voire la deuxième, pour éviter de passer d'un carcan à l'autre, autrement dit, de dispositifs dans lesquels il fallait s'inscrire, très formalisés, on n'avait pas le choix, on risque, en passant dans la logique des quotas déterminés de façon définitive, c'est un carcan également, peut-être les utiliser comme des points de repère pendant au moins 2 ans de référence pour laisser le retour du terrain s'exprimer et voir un petit peu quels sont les ajustements. Parce que ce que je crains, c'est qu'une application raide, dogmatique des quotas peut finalement être très, très contre-productif. Et puis, la quatrième chose, la quatrième condition, c'est au niveau des budgets. Je crois qu'il est important que cette réforme, ce changement se fasse à budget constant. Que l'on n'ait pas le sentiment que, sous prétexte d'améliorer le dispositif, sa pertinence, de revoir les objectifs, que cela puisse être en réalité ou perçu comme étant une volonté de se désengager. Car là, les établissements auront le sentiment d'être dupés, et c'est toute la pertinence de la démarche qui risque d'être remise en cause. C'est un des éléments clés de toute forme de conduite du changement, et je crois qu'on a intérêt à être extrêmement vigilant là-dessus. Et je crois que cette vigilance est d'autant plus justifiée que quand on regarde la délibération qui vient juste après, on constate, alors il a été répondu en commission que c'était lié au calendrier, au phasage des actions, mais il n'empêche les actions éducatives pour tous qui désormais vont rentrer dans une nouvelle rubrique, la rubrique Hermès, eh bien, il y a une baisse tout de même de 600 000 euros, soit 33%, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, tout ce que j'espère, c'est que c'est lié à un problème de calendrier et non pas, finalement, les prémices d'une autre logique qui se cacherait derrière celle d'une volonté de faire évoluer le dispositif. Par ailleurs, puisqu'on est dans cette deuxième délibération pour regrouper tout ça, et il y a, je reviens également sur ce qui a été dit sur l'opération Top Métier, une approche décentralisée pour augmenter l'accessibilité des
collégiens et le taux de participation, et puis un salon resserré, ramassé pour les enseignants, pour les CIO, bref, pour favoriser les rencontres directes entre les représentants des professions, des branches, qui ont des outils, qui ont des supports, qui ont du personnel pour ça, et puis celles et ceux qui sont les relais dans les établissements pour les prises de rendez-vous, pour tout simplement développer les DP3. Il y a une enquête toute récente du MEDEF qui date il y a 15 jours, qui porte justement sur cette question du lien entre l'entreprise et les écoles, où l'on voit très nettement une attente très forte, un besoin très fort d'être accompagné et aidé dans ce lien à établir avec les entreprises, avec les secteurs d'activité, pour que finalement les collégiens puissent s'y retrouver, car je rappelle que pour une partie d'entre eux, c'est en troisième que se définit leur orientation, et une fois qu'ils sont engagés dans une filière, il est très difficile de revenir en arrière. J'ai été plutôt rassuré de voir que les voyages européens allaient être reconduits sans avoir les enveloppes, que apparemment la prise en compte des niveaux de revenus des familles serait intégrée, pourquoi pas appliquer le quotient familial, qu'on pourrait également d'ailleurs élargir. Je crois que c'est envisagé sur la partie restauration, et puis dans les chiffres, je constate qu'il y a une baisse de près de 9 personnes au niveau, depuis 2009 jusqu'à maintenant, au niveau des médiateurs. Alors, je ne sais pas à quoi elle est liée, mais j'espère en tous les cas que ce n'est pas une volonté de remettre en cause un dispositif qui fonctionne très bien, qui est très demandé et qui justement permet d'assurer une bonne relation entre l'établissement dans sa totalité, les enfants, les familles, et puis les enseignants. Mais en tous les cas, l'élément clé, me semble-t-il, dans cette réforme, c'est veiller à ce que ces quelques conditions qui vont conditionner sa réussite soient respectées, et à ce moment-là, ce sera une transformation réussie qui répondra aux éléments de diagnostic sur lesquels nous sommes tous d'accord. Merci. Monsieur Gazet. Oui, très rapidement, partageons l'avis de Jean-André Lassalle, particulièrement son avant-dernier point concernant le fait de ne pas engager une réduction des crédits dans le cadre de cette opération de changement. Car si chacun peut être ici d'accord pour dire que les dispositifs sont assez confus et assez complexes, moi j'entends aussi parfaitement votre message régulier